Bonjour. Voilà, donc aujourd'hui, je donne le dernier cours. Enfin, je vais donner encore quelques cours, mais à l'étranger, à Vienne, dans 2 mois. Le séminaire commencera le 3 mai, pas le 26 avril, comme ça avait été d'abord annoncé, mais vous verrez par le programme que ce séminaire touche des sujets très différents par la période. Ça portera sur l'époque Kushan ancienne. Et puis, il y aura aussi de la documentation archéologique, mais il y aura aussi pas mal de documentation chinoise, comme les séminaires que j'ai faits il y a 3 ans et il y a 2 ans avec Qin Chaozhong, qui va reprendre donc ça avec moi maintenant. Quant au cours de l'année prochaine, voilà, je dois soumettre le programme en avril. Je pense qu'il est possible que je continue un peu avec ces questions des nouvelles données archéologiques sur les oasis, puisque beaucoup de publications viennent de sortir et surtout vont sortir, donc ça méritera sans doute d'être analysé. Mais globalement, je vais plutôt parler des littératures perdues d'Asie centrale. La littérature perdue, je m'explique qu'il s'agit des œuvres littéraires que nous avons par les peintures et la manière dont on peut essayer de les reconstituer. Je pense que ça nous occupera bien pour l'année prochaine. Alors, j'ai donc évoqué les textes des géographes arabes d'abord Xuanzang au 7e siècle, et puis les géographes arabes au 10e siècle, qui nous décrivent la région de Samarcande comme ce qu'on peut appeler un monde plein. Vous voyez, tout est pris par les constructions et les jardins et les cultures. Et vu du ciel, ça donne ça. Alors, voilà une carte extraite de l'excellent livre d'Étienne de la Vessière qui vient de paraître et qui d'ailleurs fera l'objet d'une discussion à l'avant-dernier cours, à l'avant-dernière séance du séminaire le 4 juin. Il publie cette excellente carte où on voit en vert les quatre oasis de la Sogdiane, en fait, qui sont... ça se situe à peu près, disons, à l'époque des géographes arabes ou un peu avant, enfin au moment de la conquête arabe, disons. L'oasis de Samarcande, ici, et tout démarre du barrage de Wararsar, ici, et puis plus loin, une bande irriguée, et puis la grosse oasis de Boukhara, à la fin du cours du fleuve Zérafshan, et puis au sud, 2 oasis plus petites, mais qui font également partie de la Sogdiane, l'oasis de Kesh, aujourd'hui Shahrisabz, et puis là, mais c'est passé dans la pliure de la feuille, l'oasis de Narshab, aujourd'hui Karchi. Alors il y a une oasis sogdienne qui n'est pas sur cette carte parce qu'elle est assez excentrée, c'est l'oasis de Tashkent, le Tchatch, qui est dans cette direction, un peu, voilà, pas très loin en fait, ça s'étend jusqu'au Sirdaria. Alors voilà, on voit très bien tous ces secteurs irrigués, entourés par des déserts, mais aussi des piémonts qui faisaient partie de l'économie agricole, puisqu'ils étaient livrés à un élevage qui pouvait être assez intensif, parfois stabulant, parfois transhumant. Alors ici, zoom sur l'oasis de Samarcande, donc Samarcande ici, avec le site d'Afrasiyab, le barrage de Wararsar, le fleuve Zérafshan qui sort des montagnes, le système des canaux au sud et au nord. Ça, c'est des développements plus tardifs, j'en parlerai. Le prolongement du canal vers le sud-ouest, c'est beaucoup plus tardif, c'est l'époque de Tamerlan et puis l'époque soviétique. Voilà,
le système au nord, une sorte de grande île entre deux bras du fleuve qui étaient, eux, probablement naturels, qui s'appelle le Miankal, une zone qui, semble-t-il, a été colonisée, disons, à l'époque sogdienne, 5e, 6e siècle, et qui avant était en marécage et en végétation de rive, la jungle. Voilà, donc on voit très bien. Alors, et ici, autre façon de rendre les choses, c'est une photo satellite où là où il y a de l'eau, et de la verdure, ça sort en rouge. Mais vous voyez très bien Samarcande ici et cette extraordinaire densité agricole au nord comme au sud. Et on devine en fait ici, voilà, le passage du canal ici qui ensuite a été étendu plus tard. Voilà disons, le paysage typique d'un bord de canal tout près de Samarcande. C'est une branche du Grand Canal qui s'appelle le Siab, qui passe au pied du rempart nord de la ville. On est là vraiment tout près de Samarcande. Alors on voit que ce bras méandre tranquillement et on sait maintenant qu'il était en grande partie artificiel. Et vous voyez, c'est typique de ces canaux, plantation d'arbres, de peupliers sur les deux rives, évidemment pour fournir de l'ombre, pour éviter l'évaporation et des pâturages autour. Et la photo avait été prise par Pierre Gentel pour montrer que ça ne pouvait être qu'artificiel, contrairement à ce qu'on avait cru. Pourquoi ? Parce que ça coule dans ce sens-là, et vous voyez ici un talus, c'est un petit coteau, et il n'a pas pu être entamé par la nature. Si le canal a continué à couler là, c'est qu'il y a eu une entaille artificielle. Alors, tout ça, les calculs de surface donnent pour l'oasis de Samarcande, peut-être pas étendu jusqu'au Miankal. C'est vraiment c'est ce qui est autour vraiment de Samarcande. Ça donne actuellement 3500 km² de culture irriguée. Et on estime qu'au moment de la conquête islamique, les choses n'étaient pas très différentes. Bon, oui, le système s'est un peu élargi au sud et au nord, mais quand même plutôt marginalement. Ce sont des chiffres qu'on peut prendre en compte pour la période pré-islamique. Étienne de la Vessière, toujours lui, a fait des estimations de chiffres de population basées à la fois sur des données transmises par les géographes arabes et par les Chinois, et puis surtout sur des calculs de densité de population au kilomètre carré d'agriculture irriguée. Les contraintes, pour toute la période prémoderne, les contraintes sont restées les mêmes. Ça pouvait nourrir on sait à peu près combien de personnes pouvaient nourrir un hectare. Ça a continué jusqu'à l'époque soviétique. Alors, pour, disons, la totalité des oasis de Samarcande et Boukhara, son estimation est de 1,3 million à 2 millions au 8e siècle. Ce qui est énorme, sachant que l'oasis de Samarcande, voilà, disons la zone fortifiée autour de Samarcande, alors j'ai perdu Samarcande. Oui, voilà, la zone fortifiée autour de Samarcande devait comporter une population de 300 à 400 000 habitants. Chiffre très très élevé, mais semble-t-il crédible, et qui explique deux choses. Ça explique le poids économique et politique des communautés sogdiennes dans la Chine. On voit bien ça à partir du 5e siècle jusqu'à la Chine des Tang. Par rapport à la population de la Chine du Nord à cette époque, la disproportion n'est pas énorme. C'est de l'ordre de, je crois, 1 à 5 ou 1 à 6. Donc c'est un contrepoids. La Chine avait à l'ouest, en Asie centrale, un contrepoids démographique qui était significatif et qui a alimenté un courant d'immigration très fort. Et puis ça explique autre chose, ça explique comment la région
a pu finalement se relever si vite de l'invasion arabe. Alors que, j'en avais parlé dans mon cours il y a 4 ou 5 ans, les récits sont quand même, montrent que ça a été très sanglant, beaucoup plus qu'en Iran, qui s'est effondré en fait plus vite. L'Asie centrale a résisté plus longtemps parce qu'elle avait une structure politique plus décentralisée d'une part, et que d'autre part, elle pouvait s'appuyer au nord sur un allié turc qui de temps en temps venait donner un coup de main. Quand on voit les chiffres dans les chroniques, c'est quand même des milliers, des dizaines de milliers de morts quand une ville est prise. On a aussi des chiffres pour de l'immigration de masse vers la Chine. Parfois, on parle de 10 000 personnes. Finalement, en quelques générations, en 2 ou 3 générations, ils se sont visiblement bien relevés. Et ça, c'est évidemment dû à la fécondité du terroir qui pouvait supporter cette population. Alors, comment en est-on arrivé là? Comme je l'ai dit la dernière fois, les récits des campagnes d'Alexandre, c'est les premières descriptions qu'on a de la région de Samarcande, ne parlent pas, mais ça ne les intéresse pas en réalité, du terroir agricole. Tout ce qu'on apprend, c'est qu'il y a du vin, parce que ça intéressait les conquérants. Voilà. Et puis à un moment, on arrive à une situation décrite déjà par Xuanzang au 7e siècle et spectaculaire au Xe siècle, où on a mis en irrigation tout ce qui pouvait être mis en irrigation. Comment ça s'est fait? Par quelles étapes? Par quelle chronologie? Les textes ne nous disent rien. Le premier texte chinois qui parle de la richesse agricole dans la région de Samarcande, c'est un texte du 5e siècle. Et puis on a cette intéressante mention chez Ptolémée, transmise visiblement depuis l'époque de la présence grecque, sur le nom qui n'a pas changé du grand canal qui irrigue Samarcande. C'est tout ce qu'on a dans les textes comme indice. Donc les reconstitutions ne peuvent que se baser sur la documentation archéologique. Alors, à partir des années 1930, les archéologues soviétiques se sont intéressés à la question. Ils ont proposé des modèles qui avaient des conclusions divergentes. Récemment, assez récemment, à partir des années 80, 90, on a eu 3 approches simultanées par des missions différentes, avec des méthodologies différentes, des conclusions en gros convergentes, mais pas complètement. En tout cas, ce qui est bien, c'est que les 3 missions n'ont pas travaillé du tout dans un esprit de concurrence, mais dans un esprit de coopération amicale. Alors, la mission française, que je dirigeais, que je dirige toujours, avait donc confié cette étude au géographe Pierre Gentel, qui avait acquis une très très grosse expérience de la prospection archéologique, des reconstitutions paléogéographiques en Afghanistan dans les années 70 avec la DAFA. Il a travaillé de 92 à 2005. Et puis, on a eu, à partir de 2000, une mission italienne avec plusieurs affiliations institutionnelles. Et puis, une mission russe du Musée des peuples d'Orient à Moscou. Ça a commencé tôt, en fait, dès 86. Ça s'est poursuivi jusqu'en 2010. Et celle qui dirigeait cette mission, Olga Inevatkina, était par ailleurs une collaboratrice de ma mission archéologique. Donc, tout ça s'est fait avec des méthodologies qui pouvaient être différentes, mais on n'a pas cessé d'échanger les informations, d'aller voir ce que les uns et les autres faisaient sur le terrain, etc. Alors, pour ceux qui veulent prendre connaissance facilement de ces résultats différents, ce recueil que je vous recommande dans la série des dossiers d'archéologie, paru en 2010 sous la direction de mon collaborateur Claude Rapin,
Dans ce recueil, les membres des 3 missions ont fait des articles. Et des articles assez détaillés et très bien illustrés, dont j'emprunte d'ailleurs en partie l'illustration ici. Alors, je commence par la mission française. Donc, Pierre Gentel, qui est malheureusement décédé en 2010, avant d'avoir pu complètement terminer son rapport qui s'appelait Samarcande et l'eau, mais qu'on a pu mettre au point avec son collaborateur, le géographe Jean-François Coulet, et Olga Inevatkina, membre de la mission russe. Ce rapport devrait paraître, je pense, l'année prochaine, dans un volume que je dirige avec Claude Rapin et Étienne de la Vessière, et qui sera suivi des actes d'un colloque qu'on avait fait en 2015 sur l'irrigation dans les oasis d'Asie centrale. Alors, Pierre Gentel avait une approche géographique traditionnelle, mais qu'il assumait complètement, qui était avant tout le terrain, marcher tout le temps, faire fonctionner ses yeux, et puis Dieu sait qu'il avait le coup d'œil. Lui, on le mettait en face d'une plaine, il voyait un cours d'eau dans la plaine, il disait tout de suite bon, bah là, tel que je vois ce cours d'eau, il ne peut pas être naturel. Il ne peut pas être naturel, c'est l'homme qui a forcé le passage. Il voyait ça vraiment très très vite. Il faut dire que quand on l'a appelé à la mission, quelques années après avoir commencé, c'était la suite d'un état de rêverie dans lequel Paul Bernard avions été plongés, parce que nos collaborateurs locaux, qui n'avaient plus vraiment le contact avec les travaux soviétiques qui avaient été faits auparavant sur ces questions, nous expliquaient, alors certains nous disaient que oui, on avait observé des canaux qui montaient sur le plateau de la ville de Samarcande, d'Afrasiyab, 30 mètres. Hein, bon. Ah ouais, bon, là, effectivement, on a réussi. Nous, on a trouvé un chemin qui descendait. C'est pas ça, c'est pas avec ça qu'on fait monter l'eau. Ou alors dans des outres à dos d'homme ou avec des mulets. Mais c'est pas ça qui alimente une ville. Bon. Alors, on nous racontait aussi que, oui, on avait trouvé des traces de systèmes de roues à aubes échelonnés qui arrivaient à monter sur le plateau. On s'est dit, avec Paul Bernard, on fait venir Pierre Gentel en une semaine. Il fait justice de tout ça. Bon, et c'est ce qu'il a fait. Alors, son approche combinait donc le terrain, l'étude des sources historiques, les cartes, ça c'est l'école française de géographie, voilà, les commentaires de cartes, comme il disait, parce que moi j'avais été formé à la même école quand je faisais mes études d'histoire-géographie, le commentaire de cartes. Ce que beaucoup d'archéologues d'autres pays n'avaient pas fait. Il disait le commentaire de carte, comme ça, tel qu'on nous l'a appris, c'est indélébile. Et carte récente, carte ancienne, photos aériennes, pas tellement les vues satellites, il utilisait surtout les photos aériennes. Il faut dire aussi, on avait réussi à se procurer, au moment de la désintégration de l'URSS, par des milieux militaires à Moscou que connaissait une collaboratrice de la mission russe, on avait pu se procurer le jeu complet des photos aériennes stratégiques prises à l'époque soviétique par les avions. Et on avait scanné tout ça. Des longues prospections au sol, je l'ai dit, et puis les données des fouilles. Alors, ce qu'il n'utilisait pas, c'était ce qu'on appelle, qui est très à la mode maintenant, et ça ne veut pas dire que c'est mauvais, hein, qu'on appelle remote sensing, la télédétection. Bon, voilà, des procédés qui permettent de sonder ce que la Terre a dans le ventre. Bon, je pense que dans certains cas, d'ailleurs, ça marche assez bien. Ça marche assez bien, mais il faut aller voir sur place. Les fameux SIG, Système d'information géographique, je crois que ça ne l'intéressait pas du tout. Les analyses physico-chimiques, elles ont été pratiquées par la mission italienne. Donc, alors, il n'a pas eu le temps, enfin pas beaucoup, bon, ça l'intéressait, mais alors, mon Dieu, m'arrive-t-il le même malheur que la fois d'avant? On m'avait pourtant assuré que ça ne se reproduirait pas, et que l'autre fois, c'était parce qu'il y avait 2 PowerPoint en même temps, et là, il n'y en a plus qu'un. Aïe, aïe, aïe. Bon,
Alors, il s'est occupé de la rive sud, il ne s'est pas occupé de la rive nord, où pourtant nous avions travaillé sur le site de Koktépé. Enfin, il s'en est un peu occupé, mais c'était par manque de temps. D'ailleurs, les autres missions ne s'en sont pas occupées non plus, mais à vrai dire, le point de vue qui a été provisoire, qui a été largement partagé et qui reste partagé jusqu'à aujourd'hui, c'est que les schémas historiques qu'on pouvait construire avec la rive sud pouvaient se projeter sur la rive nord, puisque dans tous les cas, la prise d'eau était la même. Alors, il n'a pas non plus cherché à faire une étude exhaustive de la carte de l'histoire du peuplement dans cette zone, tout simplement parce qu'il pensait qu'elle était hors d'atteinte. Son travail visait à répondre à une question ancienne, dont la réponse, d'ailleurs, a des répercussions sur toute l'étude régionale. Comment et par quel processus Samarcande était-elle alimentée en eau? Alors, les termes du problème, en fait, sont assez simples. La ville est à 3,5 km au sud du fleuve et elle est à 30 mètres plus haut. Donc, alors, comment faire pour boire là-haut? Il y a quelques puits, on sait qu'il y a quelques puits. Mais bon, les puits, il faut creuser 30 mètres minimum. Donc ça n'a jamais suffi, il n'y en a jamais eu beaucoup. Il devait être très difficile à entretenir. Il y a une source en bas au nord-est du site, mais là encore, bon, certainement, on devait monter de l'eau dans des outres, dans des jarres, mais ça ne suffisait pas pour une population urbaine. Par le simple jeu des courbes de niveau, l'eau ne peut venir que de 40 km en amont, parce que tout simplement, là on est sur la basse terrasse où se trouve le fleuve. La ville est sur la moyenne terrasse. Donc, il faut que l'eau monte sur la moyenne terrasse. Pour qu'elle monte sur la moyenne terrasse, il faut un trajet qu'on appelle en tête morte, parce que ça ne peut pas servir à l'irrigation, qui sert à rejoindre, par le jeu des déclivités, à compenser la pente et à monter ici à une altitude correspondant à cette prise d'eau, et ensuite on achemine jusqu'à la ville avec donc une perte d'altitude qui est extrêmement faible, c'est même pas de 1%. Ça coule vraiment, parce que tout simplement, on a monté l'eau ici, et ça suit en gros la courbe de niveau. Alors, donc, théoriquement, deux solutions possibles. Un canal a toujours existé avec la ville. Bien. La ville, elle s'est fondée à peu près vers moins 500 ou un peu après, on le sait maintenant, et elle s'est fondée d'emblée sur les 220 hectares occupés par le plateau. Alors, autre schéma d'explication. Pendant une période initiale longue, on a parfois proposé les premiers siècles, jusqu'au 1er siècle de notre ère, le canal ne fonctionnait pas, ou il n'était pas creusé, et la ville était alimentée par un système naturel. C'est la carte ne tenant pas compte des canaux creusés. Un système naturel de ruisseaux de piémont, qu'on appelle les sailles. Mais il faut savoir que ces ruisseaux de piémont, ils sont intermittents. Voilà. Et ils peuvent avoir un débit fort au moment de grosses pluies, mais ça ne dure pas. Alors, traditionnellement, évidemment, les populations ont su utiliser les sailles, recueillir l'eau dans des petits bassins tant qu'elle coulait, et puis la garder le plus longtemps possible pour arroser autour et surtout alimenter les bêtes. Mais enfin, ça ne tenait pas toute l'année. C'est des réserves qui ne tenaient pas toute l'année.
Et puis également en contrebas de la ville, bon, il y a effectivement des grosses sources. Alors on a dit tout ça s'était rassemblé dans des bassins, voilà, devant la. Et puis moi, ça montait. Oui, alors bon, c'est la solution qui a été soutenue par plusieurs auteurs soviétiques, en gros jusque dans les années 70. Mais certains d'emblée ont préféré la première solution du canal artificiel. Alors, ce que j'entends à démontrer, à mon avis, au-delà de tout doute, il suffit de... C'est un problème de plomberie. Il suffit de regarder les altitudes. Le simple jeu des altitudes permet de dire que l'eau ne peut que venir du canal. Là, 760, 740, 730, 720, 718, 710. Voilà, elle peut venir de là. Alors, pour le reste, les petits ruisseaux en contrebas coulaient beaucoup plus bas. Alors, on s'est beaucoup excité sur une grosse source qui est ici, qui s'appelle Navodan. Alors, on a dit, c'est cette source qui... elle a servi, hein, elle servait à alimenter la citadelle de Tamerlan et les bains construits par son petit-fils Ulugh-Beg. D'ailleurs, quand ils ont fait les travaux pour le grand hôtel, ils ont sorti des énormes tuyaux de terre cuite qu'on a vus, hein, qui font 50 cm de diamètre. D'accord, mais ça ne montait pas. On est à 690 mètres. Comment est-il possible que ça ait monté ici? Bon, c'est tout simplement... c'est tout simplement pas possible. Les petits ruisseaux de Piémont, donc, coupés par le canal, ont certes pu fournir un appoint, parce qu'ils continuaient à couler. Donc l'eau qu'ils ramenaient se déversait dans le canal. C'était un complément, mais ça n'était pas un complément qui permettait d'alimenter une ville de 220 hectares. Alors, on peut donc rappeler que la mémoire locale, c'est terrible, oui, il faut refaire l'opération. Bon, alors, la mémoire locale, je l'ai dit en parlant du temple de Valar-Sar, a gardé le souvenir d'un lien structurel entre la fondation de la ville et le creusement du canal. Rappelez-vous l'histoire. À Valar-Sar, c'est-à-dire ici, le barrage qui n'a pas changé d'emplacement, bon, il est en béton depuis l'époque soviétique, même l'époque des tsars, mais là, on le voit tel qu'il était au début du XXe siècle. Hein. C'est un barrage construit avec des espèces de tipis en bois et qu'on remplissait avec de la terre et des cailloux. Et c'est ça qui permettait de dévier le cours de l'eau à l'endroit où on voulait la faire passer pour qu'elle monte sur la terrasse. Et on a trouvé également des restes de tunnels. Bien. À Valar-Sar, autrefois, une panthère est sortie. Ça correspond au fait qu'il y avait une réserve de chasse par là. Et puis, elle a marché, et puis elle s'est arrêtée sur le plateau, 40 km à l'ouest, où allait être fondée Samarcande. Donc, ce que ce mythe nous dit, c'est que sans le canal, il n'y aurait pas eu la ville. Bien. Alors, vous me direz, ah oui, mais ils n'avaient pas nos instruments topographiques, ils n'avaient pas des théodolites. Bon, il y avait des systèmes de mires assez primitives qui sont décrits à l'époque islamique. Mais enfin, comment est-ce qu'on va réussir à calculer pour faire couler l'eau sur 40 km en très très faible pente, il faut savoir mesurer les horizontales. Comment est-ce qu'ils faisaient? Alors, il y a des systèmes empiriques qui ont été observés notamment en Afghanistan. Un des systèmes, tout simplement, c'est de creuser des petites rigoles, segment par segment. Si l'eau coule, tant que l'eau coule dans la rigole, ça veut dire qu'on est en faible pente, c'est ce qu'on cherche.
Et donc on prolonge, on prolonge, on prolonge, et derrière la rigole où coule le filet d'eau, on creuse le canal. Ça, c'est un système bien connu. Un autre système qui paraît plus surprenant, mais qui, semble-t-il, fonctionne, il a été observé en Afghanistan, c'est que devant un coteau, où on cherche l'horizontale, on va regrouper plusieurs personnes, plutôt des vieillards, et ils vont dire où ils voient passer l'horizontale. Et bien apparemment, statistiquement, ça se compense, et l'opinion majoritaire est la bonne. Voilà. Les regards additionnés finissent par donner la bonne solution. Donc, ce n'était pas du tout en dehors de leur portée. Alors, comment maintenant est-ce que ça coule à l'intérieur de la ville? Ah, voilà la ville photo aérienne. Donc, l'entrée d'eau, je vais en reparler, était ici. Le canal venant du sud remontait comme ça, par diverses branches. Enfin, il y a une branche qui passait comme ça, c'est le ruisseau que j'ai montré au début, une branche qui passait là, ça servait en même temps de douve, parce que le plateau, je l'ai dit, est à 20-30 mètres d'altitude, et on devine, rien que sur cette photo, ça, ces lignes-là, ce sont des remparts successifs de la ville, et on devine là en éventail un système d'adduction d'eau. Alors, sur le plan topographique, c'est beaucoup plus précis. Vous voyez en bleu les branches du canal, qui a une entrée unique au sud, à la porte de Kesh. Et puis, autre caractéristique de la topographie du plateau d'Afrasiyab, depuis le début, semble-t-il, c'est des dépressions. Alors, c'est naturel. C'est le Leuze qui... C'est un peu comme des dépressions karstiques sur les plateaux calcaires. Sauf que là, c'est du Leuze. Il se tasse et il s'effondre. Ça fait des trous. Et c'était intéressant parce que comme c'était en contrebas de la surface du plateau, on pouvait amener une des dérivations des branches du canal pour remplir ces trous, enfin les remplir, les arroser, et on y plantait des arbres, de la verdure, etc. Donc ça faisait des points de verdure dans la ville et éventuellement aussi des bassins de rétention. Et il y en a beaucoup. Bien. Ibn Hawqal, toujours lui, au Xe siècle, a parfaitement décrit l'acheminement des eaux dans la ville. Je cite. Les eaux pénètrent en ville, ici donc, par un conduit en partie en plomb et surélevé. Et on a construit à cet effet une digue, plutôt que digue, je dirais levée de terre, assez haute au-dessus du sol, et qui, en certains endroits, forme une véritable colline de pierre au centre du marché. Colline de pierre, on pense plutôt qu'en fait c'était une colline de terre, et qu'il y avait, pour éviter qu'elle s'érode, il y avait un plaquage de grosses dalles de schiste. Le lit de ce canal est entièrement en plomb. Les environs de la ville sont en contrebas, parce qu'on a utilisé la terre pour la construction de la muraille, de sorte qu'un profond fossé s'est formé. Un aqueduc a donc été nécessaire pour amener l'eau à travers ce fossé à l'intérieur de la ville. C'est un canal antique antérieur à l'islam. Là, et description remarquable de précision. Et alors, bon, la digue ici, voilà. Oh mon Dieu. Bon. Ça finit par venir, en fait. La digue n'existe plus, tout simplement parce que le plateau n'est plus habité depuis l'époque de l'invasion mongole. Oh, bon. Sarah, dépannage. Il serait bien que le technicien soit à portée de... Oui.
si on peut descendre. Oui, là. Ah, là. Ouais, le plateau, il est déserté depuis l'invasion de Gengis Khan en 1220. Il n'y a plus rien. La ville, elle est autour. Alors, voilà une évocation fantaisiste, mais quand même évocatrice, de Samarcande au Moyen-Âge, dans un livre destiné au grand public, un vieux livre soviétique. Porte de la... C'est pas mauvais. Et voilà le fameux canal. Bon, là, ils l'ont fait comme le pont du Gard. Bon, en fait, c'était une grosse levée de terre. Voilà. Et avec le système, bon, ils n'ont pas vraiment vu, oui, un peu le système des canaux en éventail. Ils ont compris, ils ont su, par les archéologues, qu'il y avait des dépressions ombragées à l'intérieur de la ville. Et puis, des branches du canal qui forment des douves. C'est pas si mauvais. Et puis, c'est la seule image reconstituée qu'on ait, parce que nous allons, dans nos publications, résister à la tentation de faire un 3D pour tout ça, parce que tout simplement, on n'a pas suffisamment d'éléments. Alors, à l'époque islamique, à l'intérieur de la ville, on a retrouvé donc ces canaux qui rentraient dans la ville n'étaient pas à ciel ouvert pour éviter l'évaporation. Il y avait des canaux emboîtés en céramique. Voilà, on a suivi la branche centrale ici. Vous voyez ici, elle alimentait la mosquée. Bah oui, dans une mosquée, il faut de l'eau pour les ablutions. La citadelle, ça reste un peu un mystère parce qu'il y a semble-t-il des puits. Bon, on pense qu'il y avait que le canal faisait le tour par là, mais on ne l'a pas retrouvé. Probablement parce que la pente s'est trop usée. Alors, ce qui est très intéressant et qui en fait est une démonstration de ce que sans l'arrivée d'eau, il n'y a pas la ville, c'est qu'ici, Gengis Khan a coupé le robinet. C'est raconté dans le récit de la fondation de la conquête de la ville. Les derniers défenseurs de la garnison s'étaient retranchés dans la citadelle et dans la mosquée, et il a fait couper l'arrivée d'eau qui était ici. Alors vous me direz, bah non, c'est la route moderne qui a coupé l'arrivée d'eau. Non, parce que sur les vieux plans, la route n'existe pas, mais la brèche existe. Donc c'est la route qui a emprunté la brèche de Gengis Khan, et ce n'est pas l'inverse. Alors, je reviens à la question du rapport entre le canal artificiel et les ruisseaux de Piémont. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils étaient coupés par le canal, mais ils continuaient de temps en temps à s'y déverser. Et on n'allait pas se priver de cette eau-là. Donc voilà une magnifique photo prise par Pierre Gentel qui démontre, qui vaut toutes les descriptions. Voilà le grand canal qui est pris sur donc, 40 km dans le fleuve Zérafchan qui descend des montagnes. Vous voyez une belle eau bleue assez pure. Et les ruisseaux de Piémont, au moment des crues de printemps, eux, ils charrient une eau très boueuse et ils se jettent dans le canal. Mais ils n'ont pu être... Alors, par ailleurs, ce grand canal, donc, qui s'appelle toujours le Dargom, dans son creusement, a réutilisé des tronçons de ruisseaux saisonniers. Ça, on le sait. En fait, il a été creusé comme ça. Donc, de temps en temps, il s'est accroché dans des cours de ruisseaux saisonniers pour économiser du creusement. Bien. Mais il n'empêche que l'apport de ces ruisseaux ne pouvait être qu'un complément. Alors, pour en avoir le cœur net, Gentel et Inevatkina ont fait une coupe au milieu de la ville,
sur le grand canal magistral, dont voici le résultat. Alors oui, bon, ça commence, disons, vers 500 avant Jésus-Christ ou un peu après, et ça va jusqu'à Gengis Khan. Hein, le dernier, voilà, C7, début 13e, voilà, c'est le dernier état du canal. Il est toujours passé au même endroit, au centre de la ville, dans l'axe de la ville, mais il a été refait à plusieurs reprises, parfois avec des berges consolidées, avec des briques. Voilà, il y a eu divers procédés. Les zones les plus anciennes sont là. Alors, ce qu'on a trouvé de plus ancien, c'est exactement ici. Mais c'est pas le creusement originel. C'est déjà un recreusement. Parce que, évidemment, ces canaux étaient curés. Hein. S'ils n'étaient pas curés, on aurait un étalement continu de couches au fil des siècles. Ben non. Tous les printemps, il y avait la corvée de curage du canal. Donc parfois, le canal était curé, pas sur toute sa profondeur, mais parfois le curage du canal finissait par défoncer son lit d'origine. C'est probablement ce qui s'est passé ici. Ce qu'on a comme élément de datation assez intéressant, c'est ici, alors les numéros, c'est ce qu'on appelle des locus, hein, c'est des unités stratigraphiques, on utilise ça en archéologie. 100, 500, dans cette zone-là, on a de la céramique qui en fait a été rejetée sur les bords lors des diverses opérations de curage. Et cette céramique est mélangée, mais on voit que les tessons les plus anciens sont d'époque achéménide. Voilà, qui correspondent à la première époque d'occupation de la ville. Ce qui donne quand même un argument quant à l'ancienneté du système. Alors, depuis, bon, il y a eu des discussions avec la mission italienne parce que, ils ont fait des analyses pédologiques. Nous n'étions pas équipés pour ça, eux, ils les ont faites. Et ce qu'ils ont trouvé dans le plus ancien recreusement du canal, c'est pas ce qu'on attendait. C'est-à-dire qu'on attendait du sable du sable du Grand Canal, qui est donc le sable du Grand Fleuve, le Zérafchan, du sable de montagne, c'est-à-dire un sable fin et gris. Alors, ce qu'ils ont trouvé, c'est du sable granuleux et rougeâtre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé ça, mais ils ont trouvé ça. Bon, donc de la boue qui descendait des montagnes. Alors, ils en ont tiré la conclusion, mais je crois qu'ils sont en train de revenir là-dessus, que dans les premiers temps, le canal était alimenté par les ruisseaux de Piémont. On a bien vu que les relevés d'altitude publiés par Gentel démontrent que ce n'est pas possible. Ce qui a dû se produire, c'est la conclusion la plus raisonnable qu'on peut tirer actuellement. C'est que le système a bel et bien été conçu au moment de la fondation de la ville. Tout simplement, pourquoi est-ce qu'on a mis Samarcande là où elle est? C'était le point le plus haut, le plus facile à défendre où on pouvait faire une ville qui recevrait de l'eau du fleuve. Voilà. C'est pour ça qu'on l'a mise là où elle était. Donc dès le début, il y a sans doute eu le système du Grand Canal, mais il y a dû y avoir des problèmes. Bon, il a dû atteindre sa rentabilité progressivement, et puis il y a eu des phases où ça ne devait plus tellement marcher. Et à ce moment-là, l'alimentation par le fleuve devait être faible, et du coup, la proportion des apports boueux par les torrents de Piémont était plus forte. Mais ils n'ont jamais été autre chose qu'intermittents. D'ailleurs, c'est une situation qui ne s'est pas produite qu'au début. Elle s'est produite aussi dans le dernier siècle avant la conquête mongole. Ça, nous le savons parce qu'on constate qu'à ce moment-là, les parties les plus au nord du plateau sont partiellement désertées. Donc, ça n'a pas toujours fonctionné à plein rendement. Il n'empêche,
la vraisemblance historique et topographique, c'est que le canal a existé en même temps que la ville, qu'il faisait partie du même dessin urbanistique et que c'était peut-être en partie aussi le même chantier. Il ne faut pas non plus imaginer des chantiers complètement pharaoniques. On a fait des estimations avec le cubage de terre, etc. On sait que la construction des énormes remparts de la ville, ça a peut-être pris 2 ans, en mobilisant, disons, quelques mois par an, la main-d'œuvre rurale. On a des exemples, et le canal, ça devait être pareil. On a des exemples modernes, c'est que dans les années 30, les Soviétiques ont fait recreuser sur 100 km un grand canal au Fergana. Il n'y avait aucune technologie moderne. Il y avait des brigades avec des pelles, et les femmes étaient mobilisées pour faire la popote. On voit qu'avec cette technique-là, le canal il a été réalisé en 2 ou 3 mois. Alors, j'ai parlé des autres missions. Donc, la mission russe et la mission italienne. Bon, Sarah. Alors, c'est peut-être que mes PowerPoints sont un petit peu lourds. Ça pourrait être l'explication. Alors, voilà. La mission russe et la mission italienne ont utilisé... Enfin, la mission italienne, d'abord, a utilisé... comme la mission russe, d'ailleurs, ils ont eu une vision régionale large. Hein. Ils ne se sont pas arrêtés au problème de l'alimentation en eau de Samarcande, cette branche du canal d'Argom. Ils ont cherché à reconstituer le peuplement jusqu'au point extrême que pouvaient atteindre les canaux. Alors, à partir de... Et eux, ils ont utilisé de manière intense les données satellites, les analyses géophysiques. Voilà un des récents articles par la mission. Alors, à partir de 2000, ils ont proposé des cartes et des diagrammes du peuplement. Ils ont repéré 2000 sites. Alors, on voit pour la partie sud-est de Samarcande, ça, c'est les sites de la période supposée achéménide, et ça, c'est les sites de la période sogdienne au sens large, 5e, 7e siècle. Leur conclusion était que, voilà, puis on a un diagramme de la chronologie des sites, alors on voit que 6e, 5e, 4e, il n'y a pas grand-chose, et puis ça se met à exploser à partir des environs de notre ère, et après ça baisse un peu, il y a évidemment une chute énorme au moment de la conquête mongole. Alors, leur première déduction, mais ils ont modifié leur point de vue ensuite, c'est que rien n'indique vraiment un creusement très ancien, parce que les sites supposés achéménides sont plutôt en Piémont, donc pouvaient être alimentés par les ruisseaux, n'avaient pas besoin du canal. Pour être sûr qu'un site recevait l'eau du canal, il faut évidemment qu'il soit en aval du canal. En amont, il ne reçoit pas l'eau du canal. Et que ça explose vraiment à l'époque dite sogdienne. Alors, leur méthodologie a été critiquée en 2015 par Bertine Lyonnais, qui avait été la collaboratrice de Pierre Gentel dans les années 70 pour la prospection archéologique de la plaine d'Aïranoum. Et c'était un colloque, donc le colloque qu'on va d'ailleurs publier avec les travaux de Pierre Gentel. Et ce qu'elle a dit, c'est que la fiabilité des prospections de surface dans une zone comme celle-là est très inférieure à ce qu'on pouvait avoir dans la région d'Aïranoum dans les années 70. Et cela pour 2 raisons. D'abord, ici, il y a un très gros alluvionnement. Donc, a priori, les sites les plus anciens sont sous des mètres de Leuce.
et ils apparaissent à faveur d'accidents, un creusement de canal, un effondrement, etc. Mais ils ne sont plus en surface, sauf s'ils ont été continuellement réutilisés. Et puis, autre argument, et ça, elle l'a tout de suite frappé quand on est allé voir les sites de la plaine, ces sites ne crachent pas de tessons. Alors, comment date-t-on un site archéologique sans y faire de fouilles et de sondage? C'est par le ramassage des tessons de surface. Alors, encore faut-il que les tessons crachés par la terre, généralement après une pluie, soient représentatifs de toutes les périodes. Alors, en Afghanistan, c'est la situation qu'on avait, parce que ce n'était pas remis en culture. Donc, ces sites étaient très poreux, et moi, je me rappelle encore les voir ramasser des camions et des camions de tessons, et avec ça, on pouvait proposer une chronologie pour chaque site. Et du coup, extrapoler et de dire, bon, si cet ensemble de sites date de cette époque et ne pouvait vivre qu'avec le canal, ben ça veut dire que le canal date de cette époque aussi. Ça a été la base de leur méthodologie. Ici, les petites collines qui indiquent les sites archéologiques ont une végétation très dense. C'est plein d'herbes très tassées, d'épineux. Bon, c'est même carrément difficile parfois d'y marcher. Et donc, ça emprisonne les tessons dans la terre. Et ce qu'on ramasse en surface est peu représentatif. Donc, elle a tout de suite vu ça. Donc, elle en a conclu, c'est pas parce que vous ne trouvez pas là, dans ces zones, en contrebas, beaucoup de sites de cette époque ancienne qui n'existaient pas. Alors, depuis, l'équipe russe a mené son travail dans la zone au sud-ouest de Samarcande, cette zone-là. Voilà. Les Italiens ensuite les ont rejoints, et ça semble donner quand même assez raison à Bertiglione. Pourquoi ? Il s'agit, à une époque, à l'époque ancienne, ça c'est une de leurs conclusions très fortes, le grand canal qui alimentait Samarcande, ici, s'arrêtait pas là. Bon, ça c'est des branches qui partaient vers Samarcande, mais il était prolongé. Il était prolongé. Alors reste à savoir quand. En tout cas, il était prolongé et probablement on a envisagé, mais ça s'est fait seulement vraiment à l'époque de Tamerlan, puis à l'époque soviétique, qu'il irait finalement se déverser dans l'oasis du Sud, le Kashkadaria. Alors, il se trouve que ce prolongement de canal, à l'ouest de Samarcande, à une époque sans doute antérieure à l'islam, n'a plus fonctionné parce que le canal est parti direct, a filé au nord et reparti dans le fleuve. Donc, la zone à l'ouest est retournée à la sécheresse. Et voilà, toute cette zone, avant que finalement à l'époque moderne on recreuse le canal, s'est retournée à la sécheresse. D'où un paysage archéologique fossile qu'on n'a plus à l'est. Et là, il suffit de se promener, canal ancien. Et puis, les photos aériennes, vous voyez la typologie des sites, c'est incroyable, il n'y a même pas besoin de fouiller. Structure d'habitat, ville, village, château, hameau, forteresse. C'est très bien conservé parce que ça n'a pas été remis en culture. Donc, ça a permis une étude plus fiable de la chronologie ancienne des canaux. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le grand canal d'Argom qui alimentait Samarcande, dès l'époque antique, a connu des prolongements vers l'ouest. Il y a ils ont vraiment bien identifié deux cours. Celui-là, qui s'appelle l'Oldensay, ça veut dire la rivière dorée. Olden, Altın en turc. Et c'est le même nom que depuis le XVIIIe siècle porte le grand fleuve de la Sogdiane, le fleuve Zerafshan, qui veut dire le pourvoyeur d'or.
Et puis une autre branche plus tardive, ce qui doit être de l'époque... oui, alors elle est plus tardive. Enfin oui, ancienne, Angkor, et puis elle est recreusée à l'époque soviétique. Voilà. Donc, là, on peut vraiment travailler. Et ce qu'on constate du coup, c'est que il y a quand même pas mal de sites pour les époques anciennes qui supposent l'existence d'un système d'adduction d'eau artificielle. Alors, les forteresses circulaires, supposées d'époque achéménide, vous voyez, une là, une là. Bon, il y en a 5, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5, 2 qui sont en situation de pouvoir avoir été alimentées par les ruisseaux de Piémont, mais quand même elles sont très près de ce cours d'eau, et d'autres qui supposent une alimentation artificielle. Et puis, à l'époque hellénistique, forteresse carrée, là, ça se multiplie partout. Donc là, on peut vraiment penser que la zone est alimentée par des canaux. Alors, bon, évidemment, il y a quelques réserves à faire sur la méthodologie. La chronologie des sites n'est pas fondée sur des fouilles, ou très peu, pas beaucoup sur du ramassage de céramique, c'est quand même surtout la morphologie. Alors, en gros, la méthode, c'est si c'est rond, c'est achéménide. Si c'est carré, c'est grec. Les Grecs avaient l'esprit géométrique, bon voilà, ça doit marcher en gros, mais je ne pense pas que ça marche partout. Et on pourrait assez facilement démontrer que cette méthodologie, elle est quand même un peu schématique. Bon, alors autre problème aussi qui me préoccupe l'esprit depuis que je l'ai remarqué, c'est que on a maintenant une carte excellente faite par notre collègue numismate Anvar Atakhodjaïev sur la présence grecque dans la région. C'est fondé sur des monnaies ramassées en surface par des prospecteurs illégaux, armés de détecteurs de métaux. Et il a publié ces céramiques, chez nous d'ailleurs, dans la revue numismatique, et il a donné la carte. Et on voit quand même qu'en gros, ça vient de zones de Piémont. Alors moi, ça ne m'arrange pas trop, parce que ça ne permet pas de démontrer qu'il y avait que le système des canaux, arrosant en principe vers l'aval comme ça, existait déjà. Malgré tout, il y a un cluster ici autour d'un grand site d'Ourmen qui a dû être, on sait même qu'il y avait probablement un atelier monétaire, ça a dû être un des grands centres du pouvoir grec, le centre du pouvoir grec, dans la plaine à l'ouest de Samarcande. Bon, alors ce qu'on peut, et j'en terminerai là-dessus, dire actuellement, on va arriver à la même conclusion prudente qu'avec la question de l'adduction d'eau de la ville. Le système a dû être conçu tôt, et n'aurait vraiment atteint son rendement qu'avec ou après la période grecque. Bon, il faut savoir aussi que les Grecs, ils ne sont pas restés très longtemps. Au milieu du IIIe siècle, avant Jésus-Christ, ils sont déjà plus là. Mais il y a quand même, j'en reviens à ça parce que c'était mon point de départ, il y a un indice, un seul, mais il est fort, qui laisse penser que les Grecs ont connu le Grand Canal. C'est que son nom était connu par eux, puisque Ptolémée dit que Samarcande est au bord d'un cours d'eau, et sur un cours d'eau qui s'appelle le Dargomanes, et que c'est resté aujourd'hui le nom du Grand Canal. Donc, quelque chose existait, et l'information n'a pas été perdue et a été intégrée à la géographie antique. Voilà, j'en termine là pour cette année. L'année prochaine, on commencera peut-être avec des publications récentes ou en cours de route sur l'oasis de Boukhara, où la méthodologie utilisée a été très différente
Mais bon, bah voilà, petit à petit, on arrive quand même à des tableaux de plus en plus complets de l'histoire du peuplement dans ces régions qui, je le répète encore, ont joué un rôle considérable dans l'histoire mondiale à l'époque de la route de la soie et un rôle considérable dans l'histoire même de la Chine. Et ça, c'était moins connu. Voilà, je vous remercie.